Si la Normandie et la région parisienne sont à l'origine les régions pionnières du développement du football en France, d'autres régions ont su depuis l'ère professionnelle se positionner sur le devant de la scène, en témoigne la présence de nombreux clubs bretons dans le haut niveau ou de formations issues de l'ancienne région du Nord-Pas-de-Calais. Longtemps, le PACA fut une référence en première division avec la présence de clubs méditerranéens tels que l'OM, Nice, l'AS Cannes, Antibes ou encore Martigues. Mais c'est une autre formation méditerranéenne qui va nous intéresser aujourd'hui. Un club phare des années 80-90 dont la rivalité avec l'OM offrait aux régionaux des derbys bouillants et mémorables. Désormais englué dans les divisions inférieures suite à un célèbre et triste scandale financier, cette formation n'est autre que le Sporting Club de Toulon. Ce n'est que quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale que le SC Toulon fut fondé suite à la fusion de deux clubs locaux. Professionnel dès sa première saison, le Sporting va alterner entre D2 et D1 jusqu'en 1993, si l'on accepte deux passages épisodiques en 3ème division. Les Varois disputèrent en tout 12 saisons dans l'élite du football français, dont 10 consécutives entre 1983-84 et 1993. Suite à un dépôt de bilan en 98, le club disparaît définitivement du monde professionnel et effectue depuis lors l'ascenseur au sein des championnats amateurs nationaux. Performant en coupe, le Sporting atteignit la finale de la Coupe Drago en 1960, ainsi que d'une version éphémère de la Coupe de la Ligue en 1965 et disputa 2 demi-finales de Coupe de France dans son histoire. Le logo actuel est en vigueur depuis 2019 et reprend le précédent modèle utilisé durant plus de 2 décennies. On y retrouve une rascasse rouge, poisson très courant en Méditerranée, notamment utilisé pour réaliser un célèbre plat régional, la bouillabaisse. On y retrouve également une croix d'or sur fond d'azur, inspirée directement du blason de la ville. Quant aux couleurs de la ville, elles sont portées par les joueurs depuis 1956, ces derniers étant surnommés par la même occasion les jaunes et bleus. Des couleurs que l'on retrouve au stade Bon Rencontre, situé à l'ouest de la ville, et qui fut inauguré en 1955. Accueillant désormais 8200 places, l'enceinte fut longtemps réputée pour la qualité médiocre de sa pelouse et l'ambiance frénétique que l'on retrouvait dans les tribunes, ambiance un peu moins festive ces dernières années, avec un public restreint de fidèles qui espèrent voir le Sporting retrouver le haut niveau. Un public composé de passionnés et d'ultras en autogestion qui pour la plupart furent membres de 2 anciens groupes mythiques de la rade, les Irréductibles et les Fedelissimi. Le premier groupe, fondé en 93 suite à la fusion de 3 groupes ultras, alors que le club quittait définitivement la première division, fut durant 22 ans la figure de proue du mouvement ultra toulonnais, malgré une pause actée entre 98 et 2001. Le second groupe, fondé en 98 par des membres des Irréductibles, alors que le club quittait définitivement la scène professionnelle, va cohabiter avec les Irréductibles jusqu'en 2015, avant de prendre le relais jusqu'en 2022, année qui verra les Fedelissimi jeter l'éponge en raison du contexte sportif chaotique et de l'absence de vision à long terme du club. 2 groupes qui vont grandement animer la scène amateur et se caractériser par leur positionnement antiraciste, leur proximité avec les joueurs et une impressionnante fidélité accordée à un club en grande difficulté. 13e plus grande ville de France par sa population, chef-lieu du département du Var, Toulon demeure célèbre pour sa rade qui accueille le plus grand port militaire de l'Hexagone. Un port qui se développa sous l'Antiquité avec l'accueil de nombreux navires romains, tandis que la ville se développa véritablement à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, lorsque Toulon fut désignée comme la ville méditerranéenne devant accueillir les navires de la flotte du Levant, qui opéraient exclusivement sur la Méditerranée. Le port militaire va à l'instar de la ville s'étendre pour devenir le principal port de guerre français au XXe siècle. Un port et une ville libérés en août 1944 suite au débarquement de Provence, qui déboucha notamment sur la bataille de Toulon. C'est en cette même année 1944 que 2 clubs toulonnais vont alors se rapprocher. Le Sporting Club du Temple, fondé en 1933, souhaite alors fusionner avec la Jeunesse sportive toulonnaise. Une fusion qui sera effective le 25 juin 1945, soit un peu plus d'1 mois après la capitulation de l'Allemagne. Le Sporting Club de Toulon est alors créé et va immédiatement découvrir le monde professionnel en participant à la saison 45-46 de seconde division. Une première expérience du haut niveau pour une formation qui évolue alors au stade Jory Guibéry, appartenant jusque-là à la Marine nationale.
Le Sporting achève sa toute première saison à une 10e place, synonyme de maintien en D2, mais la saison suivante, Toulon est relégué en DH, soit l'équivalent de la 3e division, mais va pourtant remonter en D2 au cours de la saison 1947-48, grâce au soutien d'Emmanuel Gambardella, président de la Ligue nationale, qui accorda une place en D2 à Toulon alors même que la saison n'était pas terminée, saison qui vit pourtant le Sporting terminé à une anonyme 9e place de son groupe de DH. Les raisons de ce coup de pouce offert par M. Gambardella restent méconnues, même si l'on peut penser que cette accession fut accordée du fait que Toulon soit la seule formation de son groupe à posséder des infrastructures dignes du monde professionnel. Le nouveau président du club, Arthur Despalan, est réaliste quant à la qualité de son effectif et souhaite simplement pérenniser la formation toulonnaise en seconde division. Le Sporting va alors durablement s'installer dans l'antichambre du football français et jouer le ventre mou du championnat durant toute une décennie, avec comme meilleur résultat une 7e place acquise en 1957. Une période marquée par l'utilisation des couleurs actuelles du club, soit le jaune et bleu, remplaçant le maillot noir et or utilisé jusqu'en 55. Le club fut proche de déposer le bilan en 52 alors qu'il évoluait au Stade Mayol, mais le soutien des commerçants et des fans toulonnais permit de remettre le club dans de bons rails. Le loyer du Stade Mayol étant trop élevé, le Sporting décide de construire son propre stade à l'extérieur de la ville, soit le stade Bon Rencontre, qui fut inauguré en 1955. 3 ans plus tard, le Sporting atteint les 8e de finale de la Coupe de France, mais surtout parvient à se hisser en demi-finale de la Coupe Charles Drago, organisée par la Ligue nationale. La saison 58-59 sera historique pour les jaunes et bleus, puisque pour la première fois de son histoire, le Sporting accède à la première division avec une équipe plutôt jeune, encadré par l'expérimenté gardien Marcel Duval, ainsi que le buteur miracle Mefta, qui scora à 28 reprises en championnat. La formation va alors gagner ses lettres de noblesse, car malgré une relégation immédiate en D2, Toulon atteint en cette année 1960 la finale de la Coupe Drago. Toulon obtient quelques autres bons résultats avec une demi-finale de Coupe de France atteinte en 1963, un ticket pour l'élite obtenu en 1964 et une saison 64-65 historique qui verra le Sporting certes disputer une saison épisodique en D1 conclue par une relégation, mais réaliser de beaux parcours en coupe avec l'obtention d'un quart de finale de Coupe de France, la 2e seulement de son histoire, d'une demi-finale de la toute dernière édition de la Coupe Drago, mais surtout l'atteinte d'une finale de Coupe de la Ligue, compétition éphémère qui verra cette saison-là Toulon buter en finale face au FC Nantes. Après l'euphorie des coupes nationales, place à la régularité en championnat. Toulon se pérennise en première partie de tableau en D2 et réussira même entre 1966 et 1978 à terminer à 5 reprises sur la 3e marche du podium et à 6 reprises à la 5e place. Une régularité qui n'est cependant pas récompensée, mais qui aura permis à de nombreux jeunes de la région d'être lancés dans le grand bain, à l'image du regretté Christian Dalguer qui marquera de son empreinte l'histoire du club toulonnais, de Jean Tigana, futur membre du carré magique de l'équipe de France, de Jean-Louis Béranguier, joueur le plus capé de l'histoire du club, ou encore de Luigi Alfano, d'origine napolitaine et qui deviendra le chouchou du public varois. Mais s'il fallait retenir un nom de cette période, c'est bien celui de Marcel Duval, ancien gardien du Sporting, et qui officia comme entraîneur durant 7 saisons entre 70 et 78. Un entraîneur n'hésitant pas à donner aux jeunes joueurs formés au club leur chance et qui fait un énième retour à la tête du club en 1980, suite à la descente du Sporting en 3e division. Un retour qui s'accompagne de celui de Christian Dalguer, devenu entre-temps un taulier de l'AS Monaco, et qui disputa même le mondial argentin avec l'équipe de France, ainsi que d'André Sudre, nouveau président du club, et qui fut un ancien capitaine de la formation varoise. Toulon retrouve alors des couleurs et remonte immédiatement en D2, et 2 ans plus tard, suite au renfort de joueurs expérimentés tels que Bernard Boissier et Roland Courbis, le Sporting réalise une saison parfaitement aboutie et retrouve la première division. La défense toulonnaise fut d'ailleurs imperméable à domicile, n'encaissant aucun but au stade Bon Rencontre. Dès lors, le Sporting va entamer sa décennie dorée. 10 saisons qui verront Toulon jouer les troubles fêtes en première division et qui seront marquées par de nombreux rebondissements. Les jaunes et bleus vont recruter quelques joueurs talentueux à l'image du jeune espoir Laurent Paganelli, de l'expérimenté buteur Delio Onis ou de l'ancien taulier de l'OM et de l'AS Monaco Albert Raymond. Une formation qui déménage au Stade Mayol à partir de novembre 83 et qui se sépare de son entraîneur dès sa première saison dans l'élite, permettant à l'expérimenté milieu Dalguer d'effectuer ses classes sur le banc toulonnais. Le Sporting réussit enfin à se maintenir en D1 grâce notamment à l'efficacité de son buteur Delio Onis, qui termine à nouveau meilleur scoreur de première division avec 21 réalisations,
tandis que le jeu rugueux pratiqué par les hommes de Dalguer vont permettre à la formation de se hisser en demi-finale de la Coupe de France, suite à un formidable exploit réalisé contre Lens lors du tour précédent, 2 buts ayant été inscrits lors des toutes dernières minutes de la rencontre. En 1985, Toulon échoua la qualification en Coupe d'Europe pour 1 point seulement, et ce au profit de Metz. Des joutes européennes qui auront fui les Toulonnais durant cette décennie, car excepté en 85 et 88, c'est le maintien qui est tablé par une formation en grande difficulté sur le plan financier. Un truculent personnage va alors s'illustrer, il s'agit de Roland Courbis. Le défenseur central toulonnais prend en main l'équipe première en 1986, après avoir été durant un court laps de temps directeur sportif. Coach Courbis va révolutionner l'équipe et imposer des concepts peu appliqués en France, à l'image de la présence de latéraux offensifs, dont certains évoluent en tant que fausse patte, soit un gaucher évoluant à droite et réciproquement, une défense en zone avec 3 centraux, ainsi que du contre-pressing. Son tempérament de joueur, parfois excessif, ses discours et la proximité qu'il détient avec ses joueurs et les dirigeants vont alors transcender une formation qui se révélera imbattable à domicile. L'effectif est paré au combat physique, sachant qui plus est que certains joueurs furent recrutés à prix d'or, malgré des fonds limités. Pour remédier à cela, une caisse noire sera alimentée par divers membres du club dont Roland Courbis, via des détournements de fonds lors de transferts ou encore par le paiement de fausses factures. Des méthodes frauduleuses qui permettront le recrutement de joueurs talentueux à fort tempérament, à l'image de Pascal Olmeta, Bernard Casoni, Roger Mendy, Bernard Pardo, Antoine Comboiré, ainsi que des jeunes techniciens Frédéric Mérieux ou David Ginola, ce dernier ayant d'ailleurs été formé au club. Des recrues qui se révèlent particulièrement agressifs lors des derbys face aux voisins marseillais. Une rivalité OM Sporting exacerbée par le Marseillais Roland Courbis, ce qui est paradoxal sachant qu'il fut également agent de joueur et conseiller de Bernard Tapie, ceci expliquant les nombreux mouvements de joueurs entre le Sporting et l'OM. Le stade Mayol sera un véritable traquenard pour les Olympiens, que ce soit dans les vestiaires, avec la présence de quelques intimidateurs n'hésitant pas à défier quelques joueurs, ou sur le terrain, mal entretenu, avec un public très proche de celui-ci, mais surtout avec une formation toulonnaise n'hésitant pas à user de coups bas pour s'imposer. Cette rivalité fut prise au sérieux principalement par les supporters et joueurs toulonnais, qui y voyaient là la possibilité de s'imposer et de briller sur la scène régionale, en lieu et place des voisins marseillais. Toutefois, sur les 20 rencontres ayant eu lieu entre l'OM et Toulon entre 84 et 93, le Sporting ne s'imposa qu'à 4 reprises, sachant que l'OM étendait sa suprématie sur la scène nationale. Pour l'anecdote, lors de la saison 91-92, Marseille ne perdit que 3 matchs en championnat cette saison-là, dont 2 face au Sporting. Sur la rade de Toulon, les premiers ennuis débarquent en 90 lorsque Roland Courbis, devenu manager général, ainsi que plusieurs dirigeants toulonnais sont détenus provisoirement pour recel, faux usage de faux ou encore abus de confiance. Les comptes du club sont épiés et rapidement des anomalies sont décelées. Fausses factures, présence d'intermédiaires douteux lors de transferts, défiscalisation, compte rendu de match ne s'étant jamais déroulé, l'affaire de la caisse noire éclate au grand jour et jettera l'opprobre sur une formation qui joue sa survie dans l'élite, malgré un déficit qui s'accroît annuellement. Une première sanction sportive tombe, soit la relégation en D2 à l'issue d'une saison 92-93 chaotique pour le Sporting. Le coup de grâce est porté quelques semaines plus tard lorsque la DNCG décide de rétrograder administrativement les jaunes et bleus en national. Les nombreuses perquisitions et arrestations, les impayés et l'absence de plan de secours eurent raison du club varois. Néanmoins, le Sporting réussira miraculeusement à remporter le championnat national en 96, retrouvant par la même occasion le monde professionnel. Il ne s'agit cependant que d'un écran de fumée car 2 ans seulement après ce retour en D2, la situation s'aggrave. Toulon est à nouveau confronté à de gros problèmes financiers et s'incline à la fois sur le terrain, en terminant à la 20e place du championnat, mais également en dehors, puisque le 19 novembre 1998, le club est liquidé judiciairement et repart en DH, soit l'équivalent de la 6e division. Le dernier quart de siècle fut catastrophique pour le Sporting Club de Toulon, qui ne réussira pas à briser le plafond de verre menant au monde professionnel. 25 années dans le monde amateur qui verront le Sporting crouler sous les dettes. Après une ascension éclair qui verra le Sporting passer de la DH au national en l'espace de 4 ans, les difficultés financières rencontrées par le club obligèrent la DNCG à rétrograder de nouveau le Sporting en 6e division fin 2011, le déficit du club atteignant alors le million d'euros. Malgré un retour épisodique en national entre 2018 et 2020, c'est en 4e division qu'évoluent désormais les jaunes et bleus, dont le club fut la cible d'un rachat avorté mené par Mourad Boudjelal en 2020.
Le ras-le-bol des supporters au vu de la situation catastrophique du club poussèrent plusieurs fans à lancer un appel à des investisseurs pour sauver le club en janvier 2023, appel repris par de nombreux groupes de supporters en Europe. L'objectif est de mettre en place un système d'actionnariat populaire afin de ramener Toulon dans le monde professionnel. Claude Joie, président du Sporting, réagira quelques semaines plus tard par la mise en vente du club, sachant que jusque-là, aucune offre n'a été concrétisée. Un rachat potentiel qui permettrait au club toulonnais de repartir sur de nouvelles bases et espérer enfin un retour dans le haut niveau. Le Sporting Club de Toulon survit aujourd'hui en se remémorant les grandes heures du club varois, dont l'apogée fut atteint dans les années 80 avec une équipe composée de joueurs locaux et de fort caractère. Car après de longues décennies dans l'antichambre du football français, ces 10 saisons consécutives disputées par le Sporting permirent à la cité toulonnaise de s'implanter définitivement dans le paysage footballistique français, même si le scandale de la caisse noire et les nombreux problèmes de gestion ont accablé une formation désormais engluée dans le monde amateur. Une anomalie pour une ville de plus de 180 000 habitants qui souhaite retrouver sa splendeur en attendant l'arrivée d'un repreneur et d'un projet cohérent afin de remettre sur de bons rails le Sporting Club de Toulon.